Nous sommes en janvier 2009. Dans ma boîte aux lettres, le courrier d'un inconnu. Chère madame, j'ai bien lu votre livre, Les recettes de Mina, et c'est pourquoi je me permets de vous envoyer quelques documents qui ne vont pas manquer, je pense, de vous étonner. Ils ont mis 60 ans à sortir des placards et des cœurs. Ce sont les notes de déportation de mon père, Marcel Le Tertre, décédé en déportation dans les camps, avec 400 recettes de cuisine. Veuillez agréer, madame, l'expression de ma considération, signée Émile Le Tertre. Lorsque je reçois ce courrier, je viens en effet de publier un livre sur l'histoire d'une femme tchèque qui, dans le camp de Terezin, a écrit un carnet de recettes pour sa fille partie en Palestine. La première fois que j'ai rencontré cette histoire, j'étais absolument sidérée, peut-être comme vous l'êtes maintenant, de voir ces deux choses mises côte à côte, camp de concentration et recettes de cuisine. C'est pourquoi j'ai voulu absolument raconter, dans un livre et dans un film, cette histoire extraordinaire et unique. Et voilà que le courrier d'Émile Le Tertre m'apprend que si cette histoire reste en tout point extraordinaire, elle n'est plus unique. D'autres carnets de recettes ont pu être écrits dans d'autres camps, et certaines même écrites par des hommes, ce que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors je saute dans le train pour Nantes et je vais rencontrer Émile Le Tertre et le carnet de son père et ses camarades. Ils étaient résistants français, ont été arrêtés, déportés dans le camp de Flöa, en Saxe, à la frontière entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Là, ils devaient fabriquer des ailes d'avion, des ailes de Messerschmitt. Petit à petit, au fil des jours, ils ont dérobé à l'atelier du papier, des petits morceaux de papier, plein de petits morceaux de papier. Et puis aussi une mine de plomb. Ils l'ont cachée précieusement. Et le dimanche après-midi, seul moment de repos, un groupe d'une trentaine d'hommes se réunissait et s'échangeait des recettes de cuisine que Marcel Le Tertre, de sa jolie écriture et petite écriture, ce qui était précieux vu le peu de papier dont il disposait, écrivait les recettes de cuisine. Et puis, un jour, ils se sont aperçus que ces recettes allaient être fragiles et qu'il fallait faire quelque chose pour les protéger. Alors, ils ont volé à l'atelier des chutes de métal. Pour ça, ils auraient pu être pendus. Ça pouvait être du sabotage. Mais les recettes, c'était trop précieux. Il fallait les protéger. Alors, le dimanche après dimanche, ils ont écrit ces recettes. Il y avait parmi eux le poète Robert Desnos. Avant la guerre, il avait écrit un précis de cuisine des jours heureux. C'était une fine gueule et il avait très peur que les Français perdent le goût des bonnes choses avec les rationnements. Alors il avait écrit ce petit fascicule. Et à ses camarades de Flöa, il a promis que quand il rentrerait, quand il serait libéré, il publierait ses recettes qui seraient alors un imprécis de cuisine des jours peureux. œufs durs farcis, épinards à la béchamel, riz à l'impératrice, rillettes de lapin, bouillabaisse, soufflé à la crevette, salade de riz et fruits, macarons, galette des rois, moule à la béchamel, gâteau économique, pain au lait de beurre, brioche. Alors, puisque j'ai trouvé un carnet de plus, je me suis dit qu'il devait y en avoir d'autres et je suis repartie à la quête. Et assez vite, j'ai rencontré l'histoire d'Edith Gambus. Edith Gambus, c'était une juive de Hongrie, raflée dans la rue et envoyée d'abord à Auschwitz, puis à Ravensbrück. Arrivée à Ravensbrück, au cours d'une sélection, elle réussit à faire valoir qu'elle parle bien l'allemand. Alors on l'envoie à l'usine Siemens, qui jouxte le camp. Et elle travaille avec l'ingénieur en chef. Là, elle arrive à voler du papier et du crayon également. Et elle écrit. Nous avons commencé à parler de ces plats magnifiques que nous échangions autour de la table familiale en des temps meilleurs. En parlant de ces repas rêvés, nous avalions notre salive. Et d'une certaine manière,
nous étions repus. C'était mon idée de faire ce carnet, parce que je ne savais pas même faire cuire un œuf. Et je me suis dit que ce serait un bon point de départ dans la vie, parce que j'étais catégorique, j'allais survivre. À la dernière page de son carnet, Edith note une recette de gâteau de mariage. Un pressentiment peut-être, puisqu'en effet, Edith a survécu à la guerre et qu'elle est partie en Australie avec ce carnet pour unique bagage. Schokoladentorte, Nusskonfekt, geschälte Haselnüsse und Walnüsse 3-4 Mal in Zuckerguss. Zucker plus Saft plus Eiweiß plus... Túrós metelt, 25 dekagramm túrót, egy sárgáját, sót és annyi lisztet, amennyit felvesz, összegyúrni és metéltet készíteni, amit vízes tejben Des carnets écrits dans les camps nazis, j'en ai retrouvé un certain nombre. J'en ai retrouvé à Flöa, à Ravensbrück, beaucoup à Ravensbrück, à Neuengamme, et même à Birkenau. Clairement, on n'était plus dans l'exception. Alors je me suis demandé si cette écriture si singulière avait eu lieu seulement en résistance au système concentrationnaire nazi, ou si d'autres hommes mis dans un contexte concentrationnaire qui utilisait aussi la faim comme moyen de coercition avaient pu avoir recours à ce type d'écriture. J'ai pensé bien sûr au goulag. Est-ce que dans les camps de travail soviétiques, les détenus avaient pu aussi écrire des recettes de cuisine? La recherche était assez difficile, notamment parce que je ne parle pas russe, mais finalement, de hasard en petit miracle, j'ai rencontré l'histoire de Vera Nikolaïeva Begzadian. Vera était mariée à un diplomate arménien qui a été fusillé dans les toutes premières purges de Staline. Mais elle n'en savait rien. Elle savait juste qu'il était condamné à perpétuité sans droit de correspondance. À l'époque, elle ne savait pas, personne ne savait que ce sans droit de correspondance signifiait en fait qu'il avait déjà été fusillé. Mais elle voulait l'attendre. Donc elle était dans son appartement moscovite avec leur petite fille et elle attendait au cas où Petros serait libéré. Elle n'a pas suivi le conseil de ses amis qui lui disaient qu'il fallait qu'elle fuit et donc un jour, elle a été arrêtée pour n'avoir pas dénoncé les activités contre-révolutionnaires de son époux. Elle a été arrêtée et elle a été déportée dans un camp en Mordovie, à Potma. À Potma, on demandait à toutes les femmes qui étaient là, qui étaient dans la même situation qu'elle, qui étaient en général des femmes éduquées, qui n'avaient pas dénoncé les activités contre-révolutionnaires de leur mari. On leur demandait de faire du bûcheronnage, dans des conditions climatiques que je vous laisse imaginer. Et puis aussi, profitant de leur éducation, on leur a demandé de faire de la broderie. La légende veut même que certaines de ces broderies aient été exportées. Alors, quand Vera et ses amis ont commencé à discuter recettes de cuisine et qu'elles voulaient les noter, elles n'avaient pas de papier, impossible d'en voler, il n'y en avait pas dans le camp. Alors, elles ont eu l'idée de voler des chutes de tissu. Et donc, à l'atelier, elles ont récupéré des chutes de tissu qu'elles ont littéralement couvertes, c'est mieux que je le prenne dans le bon sens, qu'elles ont littéralement couvertes chaque centimètre carré de recettes de cuisine. Après 10 ans de camp, Vera a été libérée. Elle a cousu son drôle de carnet dans son jupon et elle est rentrée dans sa famille à Moscou, où le carnet est toujours. Alors, je me suis dit que finalement, c'était assez logique qu'en Europe, on avait cette tradition culinaire et que donc, un peu partout en Europe, on avait eu recours à cette écriture. Mais les hasards de recherche, d'Internet, m'ont amené de l'autre côté de la Terre, où j'ai découvert que des soldats américains prisonniers dans les camps au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale avaient eu eux aussi recours à cette écriture.
C'est le cas du sergent Warren Stewart, dont j'ai retrouvé le carnet dans sa famille en Alabama. Le sergent Stewart a été prisonnier pendant 3 ans et demi à Kawasaki, un camp dans la banlieue de Tokyo. Et là, il a écrit un incroyable carnet qu'il a intitulé « Chows and Recipes », bouffe et recettes. À l'intérieur, des tas de recettes. Et puis, chose que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs, des listes. Des listes et des listes. Comme s'il voulait se souvenir qu'il y avait autre chose que du riz et des têtes de poisson dans l'univers. Alors il fait des 64 listes de soupes, 57 listes de légumes, et puis des listes de desserts, des listes de noix, des listes de pain et des listes de bonbons. Dans l'une des dernières pages de son carnet, Warren Stewart imagine même ce que sera l'anniversaire de son père. Il prévoit tout. Il prévoit le lieu, dit qu'il faudra que ce soit à l'ombre, près d'un cours d'eau clair. Et puis on y mangera, bien sûr, des apéritifs. On y mangera des olives fourrées de fromage épicé. On y mangera du pain de maïs. On y mangera une salade de pommes de terre. On y mangera des darnes de bar. On y mangera des salades de crevettes, et puis bien sûr un gâteau, chocolat coco, avec des bougies dessus. Et puis encore un sorbet à la cerise, et on fumera des cigares Whitehall. Alors pourquoi ? Pourquoi toute cette énergie ? Pourquoi tous ces risques pris pour une littérature d'apparence bien peu héroïque ? Quelques hypothèses. D'abord, tout le monde peut se souvenir d'une recette de cuisine et la partager. Pas besoin d'être un lettré, pas besoin d'être un poète, pas besoin d'être un musicien. Tout le monde peut se souvenir et partager des recettes. Et puis, dans les camps, il y avait une règle d'or qui était de ne jamais parler de la vie d'avant, de ne jamais parler de la vie heureuse. Et donc, les prisonniers ont vécu dans une promiscuité absolument inouïe, en partageant les machines, les latrines, les gamelles, sans rien savoir de leurs camarades. Est-ce qu'ils avaient des parents, des enfants ? Ils ne savaient rien. Peut-être que, et c'était d'ailleurs dangereux, parce que quand on était tout seul dans son coin et qu'on repensait au jour d'avant, souvent on ne s'en relevait pas. Ça semblait à tout jamais tellement inaccessible qu'on ne pouvait pas se relever de ça. C'était pour ça qu'il y avait cette règle d'or et que jamais il ne fallait évoquer les jours heureux. Mais là, le fait d'être ensemble, que ce soit un partage, de faire quelque chose, puisqu'on devait l'écrire, peut-être que ça rendait le souvenir possible. Se souvenir de ce qu'on mangeait à Noël, de ce qu'on mangeait lors de l'anniversaire de la tante Lucie, de ce qu'on mangeait lors des fêtes religieuses, etc. Et des spécialités gastronomiques des uns et des autres selon leur région. Alors peut-être que oui, les recettes de cuisine, elles créaient un biais et rendaient possible ce souvenir, elles le rendaient même nourrissant. Et puis, il faut garder en tête que ces recettes, elles ont lieu dans un univers qui est complètement chaotique, qui est complètement absurde et qui est d'ailleurs voulu comme tel par ceux qui ont pensé ce système, parce qu'évidemment, de rendre fous ou de faire perdre leurs repères aux déportés, eh bien, ça les rend plus serviles. Donc, on va vous demander un jour de vous épuiser à déplacer un tas de pierres de là à là, et le lendemain, évidemment, vous allez devoir le remettre là, on va vous réveiller en pleine nuit, enfin, 1001 exemples d'absurdité. Peut-être que les recettes, dans leur ordre, dans leur liste d'ingrédients, dans leur séquence de préparation, elles apportaient finalement un petit peu d'ordre et de paix dans ce chaos. Et puis peut-être qu'elles apportaient aussi la variété qui va avec la liberté. Primo Levi disait que finalement, les jours les pires n'étaient pas forcément ceux où on était obligé d'assister à l'exécution de camarades, mais que c'était finalement la grisaille d'un jour sur l'autre qui donnait ce sentiment de perpétuité, et que c'était ça finalement le plus difficile. Alors peut-être
que les recettes en apportant un jour des tomates, le lendemain des petits pois, du veau, de la fricassée de poulet, etc. Elles ramènent de la liberté au milieu de cet enfer concentrationnaire. Alors moi je fais l'hypothèse, bien sûr tout le monde n'a pas écrit des recettes de cuisine, mais je fais l'hypothèse que c'est un phénomène universel puisque j'ai trouvé des carnets écrits par des hommes autant que par des femmes, par des jeunes, par des plus âgés, par des Hongrois, des Russes, des Américains, des Français. Et quand je suis allée voir l'historien Michael Berenbaum, qui est un grand spécialiste de la Shoah, et que je lui ai montré ses facsimilés, il était très étonné. Il avait connaissance du premier carnet sur lequel j'avais travaillé, le carnet de Mina Pechter. Mais là, il était assez sidéré de voir que ça avait pu exister dans autant de camps et dans des circonstances aussi différentes. Et il a pointé quand même une spécificité peut-être des carnets écrits par les déportés juifs, parce qu'ils avaient compris qu'on voulait les détruire, qu'on voulait les faire disparaître, eux les humains, mais qu'on voulait faire disparaître aussi leur monde, leur culture et leur monde. Et peut-être que ce monde, ils trouvaient là une sorte de résumé, une sorte d'écrin. Alors peut-être est-ce l'explication à ce cri lancé par Mina Pechter dans son carnet « Die Rezepte hebben bitte auf ». S'il vous plaît, prenez soin des recettes.